Bonsoir, j'espère que vous n'êtes pas encore trop endormis. On va quitter l'échelle territoriale et voire régionale qui est celle du Lead Westerel pour aller voir un peu plus haut. Et mon intervention va être en 4 parties. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi cette intervention et pourquoi c'est le CNR qui la donne. Ensuite, la genèse du projet, quelles questions on s'est posées pour la traiter et quelles réponses on a obtenues. Et puis ensuite, ça sera des conclusions personnelles que je vous donnerai. Donc pourquoi cette intervention ? Je faisais partie du comité organisateur de ces journées. Et à un moment, il y a Jennifer et Romain qui ont dit on aimerait bien prendre un peu de hauteur, quitter justement le Lead Westerel, aller voir, se décentrer un petit peu et voir ce qui se fait au niveau mondial, comment le bien-être animal est pris en compte. Et alors là, j'ai levé ma petite main, j'ai dit le problème, c'est qu'on va traiter ce sujet à notre comité consultatif du CNRBEA. Alors là, Romain, qui ne perd pas le nord, me dit il est quand ton comité ? Je dis c'est la semaine avant le LIT. Ah super, tu vas nous faire un résumé. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et donc que c'est passé d'une intervention LIT à une intervention CNRBEA. Donc notre comité consultatif, il y a beaucoup de gens ici qui y sont et qui vont dire, elle nous redit la même chose qu'on a entendue la semaine dernière, mais il comporte plus de 50 membres. On a une réunion annuelle où, de façon habituelle, maintenant, on montre le bilan projet du CNR, et puis ensuite on essaie, nous aussi, d'avoir une ouverture un petit peu, de s'excentrer, d'avoir une réflexion collective. Et le thème de ces réflexions collectives qui donnent lieu à des conférences invitées est choisi par notre comité de pilotage. Et donc, ce comité de pilotage, quand il a réfléchi à la thématique de cette année pour le comité consultatif, il s'est dit, les visions du BEA dans le monde, ça permettrait de traiter un certain nombre de questions. D'abord, de voir une cartographie du bien-être animal dans d'autres régions du monde et de placer la France, où se situe la France parmi tout ça. Il y a aussi, par exemple, les trophées de CIWF qui récompensent des initiatives à l'échelle mondiale. Il y a les questions d'import-export des clauses miroirs. Il y a la place de l'animal dans les sociétés, donc l'impact de la culture et de la société sur la considération de l'animal, et les aspects réglementaires, la question du one welfare, etc. Donc c'est revenu à l'équipe qui ensuite a dû traiter ça et donc a repris la question et a essayé de la problématiser et de poser un certain nombre de questions, de sous-questions, on va dire. Et l'objectif qu'on s'est fixé, c'était d'ouvrir et d'enrichir ce débat à d'autres approches et compréhensions du bien-être animal, donc de sortir de notre vision franco-française, voire quand on essaie d'être ouvert européenne, pour prendre du recul et voir comment ces questions de bien-être animal sont traitées ailleurs. Et donc les questions qu'on s'est posées, c'est d'une part comment la société civile s'empare-t-elle de la question ? Est-ce qu'il y a partout des ONG un peu comme chez nous ? Est-ce que la société fait pression pour la réglementation, etc. Comment sont organisées les filières dans ces autres parties du monde, s'il y a des filières d'ailleurs, la question était d'abord celle-là. Quel est le rapport à l'animal des gens dans ces autres cultures et autres religions ? Quelle est leur proximité à l'animal ? Est-ce qu'il y a une différence suivant qu'on fait de l'agriculture vivrière ou de l'agriculture de production ? Et enfin, quelle importance est accordée au bien-être animal au niveau institutionnel, c'est-à-dire quel soutien y a-t-il du point de vue des gouvernements, comment c'est exprimé dans la loi, est-ce qu'il y a du soutien à la recherche, et comment se fait la communication, etc. Alors, pour traiter ça, on a décidé de structurer les interventions à 3 échelles. Tout d'abord, une échelle mondiale. Et cette échelle mondiale, elle permet de voir comment, quand on a une question qui dépend des cultures, comment on arrive à la traiter de façon globale. Et pour ça, on a demandé 2 interventions, une de quelqu'un de l'OMSA et l'autre par Eurogroup for Animals. Ensuite, à l'échelle plutôt continentale ou
ou sous-continentales, quelles sont les spécificités régionales et continentales sur ces questions de bien-être animal. Et enfin, comment une filière, et là on est revenu chez nous parce que quand même on a besoin de se recentrer un petit peu, comment une filière peut répondre à des enjeux globaux qui font pression sur elle, par exemple la filière cunicole française avec une concurrence internationale très forte et la question de la fin des cages, comment elle s'empare de ça. Donc, je vais vous faire un petit résumé des interventions. C'est les personnes qui sont dans la salle qui les ont vues pour vous dire si elles ont interprété les choses comme moi. Tout d'abord, à l'échelle mondiale, on a eu 2 interventions. L'une de Leopoldo Stuardo, qui est le coordinateur scientifique bien-être animal du service des normes de l'OMSA, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'ex-OIE, et une autre de la responsable du plaidoyer pour Eurogroup for Animals, qui est Stéphanie Guillain. Donc Leopoldo, il nous a parlé beaucoup, c'était très institutionnel comme présentation, il nous a expliqué comment l'OMSA s'est emparée de la question du bien-être animal et il nous a montré que c'était une question qui était très récente pour l'OMSA. Hein, vous savez qu'elle a été créée pour la santé animale il y a plus de 100 ans, alors que le bien-être animal, il s'en occupe depuis 2001 simplement. Et vous voyez aussi que c'est un sujet parmi d'autres, c'est-à-dire comment les questions de santé animale sont beaucoup plus prégnantes, avec tous les points qui sont mis sur le schéma, prévention, contrôle des maladies, sécurité sanitaire des aliments, résistance aux antibiotiques, une seule santé, production animale durable, commerce international et bien-être animal. Et ce qui fait que pour beaucoup de membres de l'OMSA, c'est quand même encore perçu comme un sujet secondaire. Et d'ailleurs, il n'est pas dans les missions à proprement parler de l'OMSA. Il travaille dessus, mais ça n'est pas écrit comme une mission de l'OMSA. Et puis, de ce fait, les recommandations de l'OMSA les normes de l'OMSA sont encore considérées plus comme des recommandations que comme des obligations par les pays membres. Cependant, il y a quand même eu beaucoup d'avancées et le bien-être animal dans la façon dont s'en est emparé l'OMSA est vu comme une composante à part entière de la durabilité de l'élevage. Il fait l'objet d'une stratégie mondiale dédiée, dont je vais vous parler un petit peu après, depuis 2017. Et au fur et à mesure du temps, dans les normes OMSA qui sont inscrites dans les codes de la santé animale, il y a des notions qui apparaissent comme les 5 domaines et les mesures basées sur l'animal qui sont rentrées dans le code terrestre en 2024. Donc la stratégie mondiale alors vous voyez, c'est encore l'OIE, parce qu'en 2017, ça ne s'appelait pas OMSA, ça s'appelait encore OIE, en faveur du bien-être animal, je vais vous en parler mais vraiment succinctement, à provision un monde où le bien-être des animaux est respecté, promu et renforcé, parallèlement à une amélioration croissante de la santé animale, du bien-être de l'homme, du développement socio-économique et de la durabilité environnementale. Donc vraiment une approche très One Welfare du bien-être. Et cette stratégie est déclinée en 4 piliers, et le principal, c'est quand même celui de l'élaboration de normes sur le bien-être animal, mais il y a aussi de développement des compétences et des formations à la fois beaucoup axées sur les vétérinaires, mais pas que. Un pilier sur la mise en œuvre de ces normes, parce que c'est bien d'avoir des règles, mais encore faut-il qu'elles soient mises en œuvre et appliquées et contrôlées. Et enfin, un pilier sur la communication. Pour revenir aux normes, en fait, ces normes bien-être animal sont ajoutées de façon, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des travaux de l'OMSA, dans leur code, le code de la santé des animaux terrestres et des animaux aquatiques. Et toutes ces normes sont basées sur la science, elles partent d'expertises scientifiques dédiées, qui prennent en compte aussi les considérations éthiques et l'expérience pratique de terrain. Ça se fait en consultation avec les États membres. De toute façon, les normes doivent être votées avec une majorité des 2 tiers.
Et ces normes sont construites également en coopération avec les pays, donc les organisations, qu'elles soient gouvernementales ou non gouvernementales, internationales, mais aussi régionales, pour que ces normes soient reconnues par tous. Leopoldo Stuardo, en conclusion, il est revenu sur la complexité de cette question du bien-être animal, et d'ailleurs, c'est écrit directement dans la stratégie de l'OMSA, et je vais vous faire une citation un petit peu longue, mais bon. L'OMSA dit « Le bien-être animal est une question de politique publique nationale et internationale complexe, à facettes multiples, qui comporte des dimensions scientifiques, éthiques, économiques, juridiques, religieuses et culturelles, ainsi que des implications importantes en matière de politique commerciale. Sa responsabilité doit être partagée entre les gouvernements, les communautés, les personnes qui détiennent, soignent et utilisent les animaux, la société civile, les établissements de formation, les vétérinaires et les scientifiques. » Avec tout ça, c'est pas gagné. Hein. Et Leopoldo a aussi conclu que c'était vraiment nécessaire, selon lui, mais bon, il est de l'OMSA, d'aborder cette question à l'échelle mondiale pour que ces normes s'appliquent partout de la même façon. La deuxième intervention, celle de Stéphanie Guillain. Alors, Stéphanie avait essayé de répondre à une commande que je lui avais faite et qui était que les organisations non gouvernementales ont développé des outils pour comparer les efforts bien-être animal à l'échelle mondiale. Et je disais, c'est l'occasion de montrer ces outils. Donc elle nous les a montrés, mais elle n'a pas été très encourageante quand je vais vous le montrer. Donc les outils de comparaison qui existent sont tous basés en fait sur une comparaison des législations. Donc il y a un premier qui est développé par le Global Animal Legislation et qui permet de regrouper les pays du monde suivant la façon dont le bien-être animal est intégré dans les réglementations. Donc les couleurs, hein, c'est pas vert, ça ne veut pas dire vert, c'est bien, et rouge, c'est pas bien. Hein, c'est des couleurs, c'est des pays qui ont la même façon d'avoir inclus la question du bien-être dans leur législation. Donc on voit déjà que la France, elle est un petit peu à part dans cette histoire-là, et la France fait partie des pays qui ont une législation nationale de base qui inclut l'interdiction de la souffrance animale, et un code civil national qui donne un statut à l'animal. Voilà, c'est pour ça qu'on est en bleu. Il n'y en a pas beaucoup qui sont en bleu comme ça. Il y a un autre outil qui est le Color Animal Law Forum, et là c'est un outil qui est fait surtout pour les décideurs publics, pour les aider à construire des lois en matière de bien-être animal. Et leur outil phare, c'est une base de données qui recense les législations nationales de plein de pays. Ensuite, quand vous demandez les législations de la France, vous trouvez 4 choses. Il y a un petit peu plus de réglementation bien-être animal en France que ça. Donc vous voyez déjà une limite de cet outil. Enfin, un autre outil que je trouvais vachement sympa, mais en fait, elle m'a dit qu'il n'était pas si bien que ça, mais je vous le montre quand même, c'est l'Animal Protection Index, qui permet de comparer des pays à partir... C'est une sorte d'analyse multicritère. Il y a 4 grands critères et ensuite des indicateurs dedans, et ça permet là, vous voyez une vue de l'indice global, avec en vert, là, ce coup-ci, en vert, c'est le mieux, et en rouge, c'est le pire. Et vous voyez tout de suite qu'il y a des classes de pays. On retrouve les pays du nord de l'Europe en vert, la France avec pas mal de pays d'Europe et l'Inde et le Mexique en jaune. Donc on n'est pas les meilleurs, on n'est pas les pires non plus. Et cet indice, là par exemple, j'avais pris un pays au hasard, enfin un pays au hasard, j'ai pris la France, mais la France, un pays par continent, France, Amérique du Sud, Afrique et Inde. Pour Inde, c'est pas un continent, mais c'est pour l'Asie. Et ça permet de voir pour chacun des grands critères où se situe le pays par rapport aux autres. Donc ces 4 critères, c'est la reconnaissance de la sensibilité animale et l'interdiction de la souffrance animale dans la loi, la présence d'une législation spécifique sur le bien-être animal, la mise en place d'organismes gouvernementaux de soutien au bien-être animal et le soutien aux normes internationales en matière de bien-être animal, et en l'occurrence l'OMSA surtout.
Alors, les limites, parce que je vous ai parlé de limites, Stéphanie nous a dit que, et c'est vrai, parce que ça je l'avais vérifié, hein, la méthodologie que ces outils utilisent est pas très bien expliquée, donc on ne comprend pas très bien comment ils ont été construits. Les données sont incomplètes, comme je vous l'ai montré pour le GALF, voire erronées. Les bases de données sont insuffisamment, voire pas du tout mises à jour. Et apparemment, le coût de maintien de ces plateformes est vraiment très, très, très élevé, alors que finalement, il y a peu d'utilisateurs. Et là, ça c'est moi qui l'ai ajouté. On compare les législations, mais quoi, des autres critères pour voir, voilà, comparer le bien-être animal dans différents pays. Donc en fait, comment fait Eurogroup for Animals pour avoir des informations consolidées sur la façon dont le bien-être animal est pris en compte dans les différents pays du monde? En fait, ils écrivent des rapports. En fait, ils font des enquêtes sur le terrain et ils écrivent des rapports. Et ils font ça lorsqu'il y a des négociations d'accords commerciaux en vue, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux. Ils envoient du personnel sur place et avec l'aide de personnes locales, et en particulier, visiblement, ils s'appuient beaucoup sur les associations locales. Ils rédigent des rapports, et dans ces rapports, la première partie de ce rapport regarde à la fois le côté économique de l'élevage dans le pays, les aspects culturels et réglementaires dans le pays. Et donc ça donne plein d'informations, et vous voyez ici, je vous ai mis la photo de celui sur le Mexique, mais il y en a sur le Vietnam, le Chili, l'Inde, la Chine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et qui sont, vous pouvez télécharger sur le site de Eurogroup for Animals. Et sinon, il se base sur des publications scientifiques et entre autres des enquêtes plutôt d'ordre sociologique. Et là, je vais vous en parler d'une dont nous a parlé Stéphanie, c'est pour ça que je l'ai fait. C'était une étude où ils ont interrogé des gens, alors dans des espaces publics, ils ne disent pas vraiment plus dans le matériel et méthode comment ils ont fait, mais dans des espaces publics, ils ont posé une série de questions aux gens dans les différents pays qui sont listés là. Et là, la première question, c'était est-ce que le bien-être animal des animaux de ferme est important pour moi? Et vous voyez qu'en fait, dans tous les pays, c'est quand même pas mal important, et que finalement, l'Union européenne, où on se dit qu'on est vraiment les champions du bien-être animal, en tout cas de la façon de la prise en compte du bien-être animal, il y a d'autres pays où c'est encore plus. Ils ont aussi posé des questions telles que est-ce que les poulets ressentent de la douleur ou des émotions? Et vous voyez là encore que tous les pays donnent de la sensibilité aux poulets, de façon plus ou moins grande quand même, et que en Europe, mais là l'Europe n'était pas dans l'étude, donc c'est une autre étude qui a montré ces pourcentages. L'Europe, elle se retrouve au même niveau que le Soudan pour la réponse à ces questions-là. Et en fait, la conclusion de cette étude, c'est que, indépendamment du statut géopolitique, économique ou culturel, ce souci du bien-être animal et la reconnaissance de la sensibilité animale sont partagés à l'échelle mondiale et non pas seulement à l'échelle européenne. Donc, ça nous met un petit peu à notre place aussi. Et pour sortir de l'Europe, on passe aux interventions qui étaient à l'échelle plurinationale, et on en a eu une de Marco Cisneros, qui est prof à la faculté vétérinaire de Quito, et qui est aussi un conseiller international. Il a travaillé pour l'OMSA, pour la FAO, etc. Et on a eu encore pour l'Afrique... 3 minutes. Bon, je vais aller très très vite. Je vais sabrer des parties, je suis désolée. Bon, je vais faire l'Amérique du Sud parce que c'était vraiment intéressant. Alors, l'Amérique du Sud, c'est un pays d'élevage où il y a beaucoup de production bovine et d'exportation de bœuf, vous le savez, et aussi beaucoup de production de volailles. Les gros exportateurs étant le Brésil, l'Argentine et le Chili. Et dans ces pays, il y a des contrastes dans la prise en considération du bien-être animal, d'abord entre les villes et la campagne. Les villes, il y a beaucoup d'animaux de compagnie. Les animaux de compagnie sont considérés comme des membres de la famille, et les questions de bien-être animal rentrent par ces animaux de compagnie.
Et il y a des réglementations qui sont développées à l'échelle d'abord des villes avant d'aller plus loin, alors que dans les campagnes, les animaux sont considérés comme de la viande sur pattes. C'est un peu comme ça qu'il l'a présenté. Il y a un contraste aussi entre les jeunes et les citoyens plus âgés. C'est les jeunes qui poussent aux réglementations bien-être animal, et animaux de compagnie versus animaux de production, comme je viens de vous le dire. Et par exemple, si on reprend l'étude dont je vous ai parlé auparavant, cette étude internationale, où on demandait l'importance sur une échelle de 1 à 7, 1 étant le moins important, 7 le très important, quelle est l'importance du bien-être physique et mental des espèces suivantes, et donc on donnait tout un tas d'espèces. Et bien, le Brésil et le Chili mettent les chiens avant les humains. Voilà, les chiens avant les humains, ce qui n'est pas le cas des pays de l'étude qui sont comparables à nous, hein, où on met quand même l'humain en haut. Et voilà, donc un grand intérêt pour les animaux de compagnie. Les autres contrastes, c'est les traditions culturelles. C'est des pays où il y a encore beaucoup de combats de coqs, c'est apparemment très fréquent. Il y a de la tauromachie avec mise à mort des taureaux. Il y a des batailles rituelles, la tinku, avec des taureaux, voire des condors. Et ça, ces pratiques traditionnelles sont questionnées et à une pression sociale croissante en faveur de leur abolition. Et ensuite, il y a un gros contraste entre production pour l'export et pour la consommation locale. Les pays qui exportent sont des pays qui ont été obligés de prendre en considération le bien-être animal et d'appliquer les règles de l'OMSA s'ils voulaient pouvoir continuer à exporter. Donc en fait, ça a été un levier très fort pour une meilleure prise en compte du bien-être animal. Les pays qui exportent peu et qui font surtout de l'agriculture vivrière, eux, ils ont moins les moyens de prendre ça en compte. Il va falloir que j'aille très vite. Je vais peut-être. L'amélioration du bien-être animal en Amérique latine passe aussi par les organismes de certification privés et volontaires qui vont au-delà des normes de l'OMSA. Il y a des sociétés mondialisées comme McDonald's qui imposent leurs règles aussi et qui permettent une meilleure prise en compte du bien-être animal. Alors, je passe parce que je n'ai pas vraiment le temps. Je vais passer tout ça. Je voudrais vous parler... ça quand même. En Afrique, dans la même étude, on n'a pas du tout la même prise en compte du bien-être suivant les espèces. Là, on a l'homme en premier, les volailles en deuxième et les bovins en troisième. Le chien et le cochon arrivent très loin derrière. Et en fait, les explications données dans l'article, c'est d'une part une importance de la religion, de la culture. C'est des pays, les pays qui ont été interrogés en Afrique étaient des pays d'islam, et où le porc est impur, et où apparemment, je ne savais pas, mais il faut éviter toute interaction avec les chiens. C'est des pays aussi où il y a beaucoup d'animaux d'élevage dans la famille, c'est le moyen de subsistance, donc il y a une proximité avec les animaux de ferme, donc ils sont importants pour eux, et les animaux de ferme ont un caractère vital dans ces pays. Je vais passer le lapin, je n'ai pas le temps, et je vais finir par mes conclusions personnelles. De ce que j'ai retiré de ces présentations, c'est que les moteurs de l'amélioration du bien-être animal à l'échelle mondiale, c'est le commerce international, ce qui a permis de faire monter les choses dans les autres pays. C'est ça. Et moi, ça m'a un peu étonnée, je n'avais pas cette vision-là. Et à l'échelle régionale ou locale, c'est des initiatives citoyennes qui poussent à une meilleure prise en compte. Il n'y a pas de normes internationales pour les animaux de compagnie, malgré, comme vous l'avez vu, dans certains pays, un fort souci du BEA des carnivores domestiques. Il y a des normes, mais très peu de contrôle. Donc à quoi servent les normes s'il n'y a pas de contrôle ? Et ce qui m'a frappé aussi, c'est le peu de prise en compte des cultures locales dans l'établissement de ces normes. Et j'ai eu une impression vraiment de vision très descendante et occidentale de la normalisation. Et je me demande si ce n'est pas un risque en fait, pour la mise en application de ces normes. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas voir ce que font les gens, comment ils prennent en compte le bien-être animal en local ? En tout cas, c'est un vrai sujet dans tous les pays du monde.
même s'il y a des représentations variables suivant les pays et les cultures. Ce n'est pas qu'une préoccupation de riches. Et voilà, ça c'est aussi c'est dommage de finir par ça, mais pour moi c'est un sujet frustrant parce qu'il était trop vaste, on a dû faire des choix. Et puis, en fait, ces questions sont peu investies d'un point de vue, en tout cas, recherche, et on manque de connaissances. Voilà, je voudrais remercier tous les intervenants, le comité de pilotage et le comité consultatif du CNRBEA, et vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup. Attention à la marche, ça fait peur. Oui. Question pour terminer cette journée? Merci pour ton exposé. Oui, ça marche. Je voudrais savoir, n'a pas été mentionnée la norme management de l'OIE qui avait été discutée, où un certain nombre de nos collègues avaient été impliqués, qui n'était pas une norme donc de moyens, mais c'était... on avait eu une présentation de l'ex-présidente de l'OIE qui disait on ne peut pas appliquer les mêmes normes physiques en Suède que dans tous les pays du monde, mais par contre une norme de management ISO avait été dans les cartons. Mais tu n'en as pas du tout parlé. Je voudrais savoir où est-ce que ça en est. La norme ISO, elle est sortie, elle existe. J'ai pas eu le temps vraiment d'expliquer aussi que il y a l'OMSA à Paris, tout ça, mais il y a aussi des relais à la fois régionaux et locaux qui sont en charge de la mise en application et de l'aide à l'incorporation des normes de l'OMSA dans les réglementations nationales. Donc il y a quand même des choses de faites. La norme ISO, elle a été mentionnée, mais sans plus, quoi, dans l'exposé de Leopoldo Stuardo. Et je n'en sais pas plus, donc je ne peux pas te répondre plus que ça. Je sais qu'elle existe, mais voilà. Merci. J'aurais voulu savoir comment sont, enfin si tu sais, où se situe la réglementation européenne par rapport à la réglementation internationale. On est beaucoup mieux disant. On est quand même mieux disant, en tout cas, si tu en crois. Alors, je ne sais pas si je vais avoir accès à... Non, je n'ai pas accès. Si tu en crois API, l'outil de comparaison, là où tu avais du vert, du rouge, du machin. Le vert, c'est en Europe du Nord. Ensuite, le jaune, qui est le deuxième, qui est le deuxième niveau, c'est en Europe du Sud, au Mexique et en Inde. Et ensuite, tu as une grande partie du monde qui est en orange foncé ou en rouge, quoi. Donc quand même, en tout cas avec les critères qu'eux utilisent, les 4 que j'avais cités, l'Europe se situe bien, quoi. Mais ça vient de l'Europe, tout ça. Enfin, ça vient de l'Europe. La réglementation, elle vient de l'Europe et elle diffuse. Donc c'est normal que, c'est un petit peu comme le classement de Shanghai. Enfin, je sais pas. C'est fait pour que ceux qui veulent être premiers soient premiers, quoi. Donc, mais est-ce que c'est pas fait aussi pour que ce soit les 4 critères européens qui fassent apparaître l'Europe en premier? Ben oui, bien sûr, c'est ce que je veux dire. Ouais. C'est exactement ce que je veux dire. Et donc, c'est pour ça que je te disais que je trouvais que c'était très descendant, ouais, et qu'on n'allait pas voir, parce qu'il y a des cultures quand même, où je ne sais plus laquelle, en Amérique du Sud, où les chasseurs remercient l'animal qu'ils vont tuer, parce qu'ils vont... L'animal va leur permettre de survivre à eux-mêmes. Donc il y a des choses à voir, enfin, il y a des représentations des animaux super intéressantes et qu'on ne retrouve pas du tout parce que c'est la vision européenne qui prédomine, quoi. Enfin, c'est mon interprétation. Personne n'a dit ça au comité consultatif du CNR. C'est ça le point, parce que si on se donne, nous, Européens, le thermomètre pour juger, ah ben, du coup, on va apparaître meilleur que les autres. Hein. Exactement. Ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Très bien. Et du coup, le ministère, il dit quoi après, là? Qu'on est meilleur. Je tiens à préciser, ça a été fait, je crois, avant notre dernière réglementation de port, sur laquelle on a fait plus d'avancées que les autres sur la infrastructure à l'usine des porcelets. Donc en fait, ils ne prennent pas la moitié
Pardon, Florence de Persin de la DGL, Bureau du bien-être animal. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mais beaucoup d'entre vous me connaissent. D'abord, on est meilleur, ça va de soi. De toute façon, là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais je tiens aussi à dire que, effectivement, c'est incomplet parce qu'en fait, je crois avoir vu l'autre jour que c'était 2021, donc c'est bien avant qu'on évolue sur le 2022. On a passé quand même des réglementations qui sont uniques. Le référent bien-être animal avec l'obligation de formation, ça c'est unique. Pratiquement mondial d'ailleurs, c'est pas que Europe, je parle pas que Europe. L'arrêt de la castration à vif des porcelets, on est 2 ou 3 seulement à avoir travaillé là-dessus. Donc c'est encore l'Europe qui est pionnière là-dessus, je dis pas pour le coup pas que la France. L'arrêt de l'élimination systématique des poussins aussi, on est bien en avance sur plein d'autres pays. Voilà, on a quand même des réglementations qui sont importantes et il n'y a pas que 4 règlements, ça c'est les 4 directives spécifiques européennes. Il y a aussi les 98-58 qui couvrent même jusque les abeilles. Donc voilà, donc on a quand même de la réglementation en France sur le bien-être animal. Après, on dira ce qu'on voudra, qu'il y a peut-être encore toujours des problèmes dans les élevages, mais pour autant, si on parle de réglementation, on est quand même plutôt bien placé. Et dans les 4 critères qu'il y avait tout à l'heure, on est là. Voilà, les 4 critères, on est là. Donc voilà, c'était une réponse. Merci. D'autres questions? Moi, j'ai des questions pour les gens qui étaient dans la salle, à vos comités consultatifs. Est-ce que vous vous y retrouvez dans ce que j'ai présenté et est-ce que vous avez des choses à ajouter? Je sais pas. Merci Geneviève. Oui, dans ce meeting, je trouve que c'est très fidèle. Moi, il y a quelque chose peut-être qui m'avait interpellée en particulier, c'est qu'à plusieurs reprises, me semble-t-il, Léopoldo a insisté sur le fait que les productions qui étaient destinées à la consommation locale, en tout cas les modes de production, enfin les produits issus, des modes de production, les produits qui étaient destinés à la consommation locale provenaient de modes de production très différents de ceux qui étaient destinés à l'export. Il a insisté à plusieurs reprises là-dessus et qui m'a... Pardon si je ne l'ai pas assez dit. Si, mais je me permets juste de réinsister. Il a vraiment insisté là-dessus. Merci. C'est en ça que je disais à la fin que les normes, le commerce international était un levier pour l'amélioration du bien-être. C'est ça. Ouais. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de... Ah si? Non, j'avais cru voir une main se lever. Non. Bon, merci beaucoup. Eh bien, merci.